Je te laisse prendre place. Vas-y. Moi, je voudrais simplement vous dire pourquoi, quand on s'est demandé qui pourrait nous servir de grand témoin pour cette journée, j'ai pensé à Souleymane Bachir Diagne. Juste en disant que, d'une part, il est né au Sénégal, à Saint-Louis, si je ne me trompe. Il a vécu son enfance à Ziguinchor. Et puis, il a été normalien à l'ENS Ulm. Et il a d'ailleurs reçu une lettre de félicitations très émouvante du précédent normalien sénégalais, président de la République. Voilà. Et maintenant, il est professeur à Columbia. Nous nous sommes rencontrés à Chicago, à Northwestern. Il est professeur, il enseigne à Columbia et il enseigne à la fois des études francophones, mais aussi d'autres études philo, voilà, et aussi philosophie des religions. Et par ailleurs, il se trouve qu'il a fait sa thèse avec Jean Toussaint de Santi sur l'algèbre numérique et qu'il a traduit Boole. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment pensé à lui, c'est-à-dire un mathématicien. George Boole. Oui, 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 pas Boole. Oui. Donc, voilà. Donc, j'ai évidemment pensé à lui parce que je pensais qu'il avait cette double compétence difficile à trouver. Alors, ce que je vous raconte, vous le lisez beaucoup mieux que je ne vous le dis dans son autobiographie philosophique qui s'appelle Le fagot de ma mémoire, qui est un très beau texte. Et puis, évidemment, il est compétent en traduction. Et il a écrit un livre, un de ses derniers, qui s'appelle De langue à langue. Et quand je lui ai demandé, mais alors, quelle est ta langue maternelle? Il m'a dit, je ne sais pas. Ça a été pour moi un grand choc. Donc, il ne savait pas si ça pouvait être le français, ou bien la langue de son père, ou bien la langue de sa mère, ou bien peut-être maintenant l'anglais. Donc, le Wolof et lequel? La langue de ton père? Oui. Oui. Et celle de ta mère? Le Pulaar. Voilà, le Pulaar. Le Peul. Le Peul. Bon. Donc, c'est d'emblée un multilingue. Et ça me paraît fondamental pour travailler entre les langues, comme nous avons tenté de le faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais je lui cède la parole maintenant. Merci infiniment, Barbara. Tout cela parce que j'ai grandi dans une région... J'ai encore une chose à ajouter, excusez-moi. Oui, je t'en prie. Vous savez que, voilà, pourquoi c'est si important pour moi de pouvoir travailler avec Bachir. C'est qu'il dirige aujourd'hui la traduction en Wolof du dictionnaire des intraduisibles. Voilà. Voilà. Il est 6h moins quart et je sais que je suis le dernier obstacle entre vous et la délivrance. Donc je ne vais pas vous infliger un propos trop long. Je vais simplement, suivant ce qu'a dit Barbara tout à l'heure en me présentant, vous parler de 2 entreprises de traduction dans lesquelles je me suis engagé. Une, traduire du Wolof à l'anglais un poème mystique soufi du Cheikh Abbas Sall. Ça a été publié dans un recueil collectif qui s'appelle Tales of God's Friends, Islamic Hagiography Translation, in Translation. Et j'ai proposé là-dedans, alors, le principe de la traduction, c'était que celui qui avait coordonné la traduction demandait qu'on lui présente des textes dans les différentes langues du monde islamique. Et évidemment, le Cheikh Abbas Sall, dont j'ai traduit le poème, écrit pour l'essentiel en arabe, comme beaucoup de poètes soufis dans le monde islamique, mais il a également écrit en langue wolof, et il me semblait préférable de choisir le wolof pour véritablement représenter cette langue. La deuxième expérience de traduction, qui est à l'inverse de cela et que Barbara a tout à l'heure indiqué, c'est ma traduction en français, publiée en 1992 chez Vrin, du livre majeur de George Boole, Les lois de la pensée, An Investigation of the Law of Thought. George Boole, oui, le Boole
un des pères de notre civilisation de l'ordinateur, dont il a été beaucoup question dans nos discussions tout à l'heure. Alors, je vais commencer par cette dernière expérience, cette dernière entreprise de traduction. Pour ce qui est donc des lois de la pensée, qui est un gros ouvrage, la traduction elle-même est allée relativement vite, parce que sur de nombreuses pages, le livre était déjà traduit puisqu'il parlait le langage de l'algèbre. C'est-à-dire que je trouvais sur de nombreuses pages des symboles littéraux, des signes d'opération, l'addition, la multiplication, même la division et la soustraction, avec évidemment des significations différentes, puisqu'on n'était plus en algèbre numérique, mais en algèbre de la logique. Et ce langage-là est universel, il en a été question ce matin. Je n'avais donc à traduire que les quelques expressions qui se disaient dans la métalangue, du genre « on en déduit », de là « il vient que », c'est ce qu'il fallait démontrer, et donc je pouvais débiter des dizaines et des dizaines de pages dans ma traduction, qui était à ce moment-là une des composantes de la thèse que j'ai présentée devant Jean Toussaint de Santi. Bien entendu, j'avais ensuite à traduire l'interprétation des procédures qui avaient été menées dans l'algèbre de Boole, c'est-à-dire une algèbre, vous le savez, où les symboles littéraux obéissent à la loi dite des indices par Boole, x2 égale x. Les hommes qui sont des hommes sont des hommes. Par conséquent, nous avons une algèbre, ou alors x facteur de 1 moins x égale 0, qui peut être une traduction du principe de contradiction. On ne peut pas être x et son contraire en même temps et sous le même rapport. C'était cela qui faisait que l'algèbre en question n'était plus une algèbre numérique, évidemment, puisqu'elle était limitée, elle se limitait aux idempotents parmi les nombres 0 et 1. Mais j'avais aussi à traduire des pages un peu plus difficiles, puisqu'il y avait de nombreuses réflexions philosophiques de Boole, puisque pour lui, à l'origine, son travail était en fait un travail de philosophie. Boole, qui est un des pères de notre civilisation de l'ordinateur, dont les gens connaissent non peut-être pas le nom, mais en tout cas l'adjectif booléen est lui très, très connu, eh bien, Boole pensait mener une entreprise de philosophie. Il pensait que la logique classique, qui traditionnellement était l'affaire des philosophes, serait mieux servie si elle se traduisait dans le langage universel de l'algèbre. Il reprenait ainsi le projet qui avait été celui de Leibniz, mais Leibniz, comme vous savez, n'a pas publié ses écrits logiques, ils étaient restés dispersés. Il a fallu le début du XXe siècle et Coutura pour qu'on connaisse la logique de Leibniz. Donc Boole retrouve les résultats de Leibniz, alors qu'il ne connaissait de Leibniz que l'ouvrage Les Nouveaux Essais sur l'entendement humain. Donc, la partie philosophique, évidemment, c'était différent. Boole cherchait à exprimer les lois de la pensée et à retrouver sous le divers et le pluriel de nos langues ce qu'il peut y avoir de commun. Alors, il n'utilise pas l'expression de langue adamique, mais on peut parfaitement traduire sa recherche en ces termes-là. Ce qu'il cherchait, c'était en effet la langue avant Babel, la langue qu'Adam et Ève parlaient et que nous avons parlé jusqu'à la catastrophe de Babel. Et il avait cette idée intéressante et importante que cette langue adamique est restée présente dans toutes les langues humaines. Il dit à un moment donné que ce qui fait ce qu'il y a de commun dans les langues de l'humanité, c'est précisément qu'il n'y a aucune langue humaine qui ait perdu la trace de cette langue adamique. C'est une foi profonde d'ailleurs en l'unité du genre humain, en l'égalité des langues d'une certaine manière, puisqu'elles sont toutes des avatars de la langue adamique, et elles restent présentes dans tous les idiomes que nous parlons par toute la Terre. Et alors, pour lui, mettre en place une algèbre
que par la suite nous connaissons comme algèbre de boules. Il n'a jamais dégagé la structure que nous appelons algèbre ou anneau de boules en tant que telle, mais il travaillait tout naturellement, la structure était implicite dans le travail qu'il menait. Cette foi dans les symboles littéraux dont nous avons beaucoup parlé ce matin, le moment où au fond nous avons partagé la même langue, ce qui fait qu'en effet, si quelqu'un qui parle, je ne sais pas moi, le Swahili faisait dérouler une démonstration au tableau, aucun de nous ne parle en Swahili, nous comprendrions pourtant ce qu'il est en train de faire parce qu'il parlerait le langage de la mathématique. Ce langage, il a fallu le fixer, c'était une des discussions de ce matin. Les symboles littéraux ont mis du temps à se stabiliser. Par exemple, puisque je parle de Boole et de Leibniz, pour revenir à la grande querelle entre Leibniz, les Leibniziens et les Newtoniens sur l'invention du calcul infinitésimal. Qui l'avait inventé? Leibniz, disaient les disciples de... Leibniz lui-même ne prétendait pas vraiment être le premier, mais les disciples de Newton étaient très tonitruants sur la question. Et Leibniz, qui a toujours été un grand conciliateur en philosophie, cet homme est absolument admirable. Chaque fois que vous lui présentez une objection, il essaye de voir l'angle sous lequel vous avez raison. Et il disait, oui, ben écoutez, à ce moment-là, les Newtoniens aussi ont raison. Nous avons, Newton et moi, trouvé à peu près en même temps quelque chose qui était dans l'air. Mais il ajoutait une chose, nos caractères, parlant de ses propres symboles littéraux, offrent plus d'ouverture. Et il avait raison. Ce qu'il visait en disant cela, c'était le fait que chez Newton, quand on dérivait par rapport au temps, on mettait un point sur les x, alors que lui-même utilisait la forme des x sur dt. Par conséquent, il montrait toujours l'opération de dérivation, et cette opération était bien plus générale parce qu'on pouvait dériver par rapport à n'importe quoi. Ce n'était pas nécessairement le temps, alors que chez Newton, quand on mettait un point, une flexion sur les x, c'était simplement pour le temps. Donc, quand on était en physique, évidemment, on savait qu'on dérivait toujours par rapport au temps, ça ne posait pas de problème. Mais si on se mettait à développer le calcul d'opérateurs, comme Leibniz avait commencé à le faire, il valait mieux avoir des caractères qui offraient, comme il dit, plus d'ouverture. Alors, je ferme cette parenthèse sur la querelle Newton-Leibniz pour tirer une conclusion de ce qui a été dit ce matin, discuté ce matin, et que j'essaie de retraduire ici, sur quoi j'essaie de revenir, sur l'universalité de la langue dans laquelle on fait des mathématiques, alors que la métalangue, elle, est une des langues communes que nous parlons. Cela, me semble-t-il, explique paradoxalement l'hypercentralité de l'anglo-américain quand il s'agit de faire des mathématiques. En disant hypercentralité, j'utilise ici le vocabulaire de Pascal Casanova. Il dit que, parlant de la hiérarchie des langues, dit qu'il y a des langues hypercentrales, des langues centrales et des langues périphériques. J'imagine que le Wolof est dans les ténèbres extérieures à ce moment-là. Mais c'est cette hypercentralité qui fait paradoxalement le fait qu'il est plus facile de parler anglais. Parce que dès lors que les mathématiques sont déjà traduites puisqu'elles ont leur propre langue, on peut faire semblant de parler anglais. Facilement, il suffit de chercher effectivement ce que je traduisais moi, de là il vient que, j'en déduis que, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et à ce moment-là, en effet, il y a une pression très forte lorsque vous présentez par exemple un papier de mathématiques ou de physique théorique, vous savez cela mieux que moi, une pression très forte pour vous obliger à parler anglais parce que c'est le collègue iranien, le collègue chinois, le collègue espagnol, parlant espagnol, qui vont tous dire « nous avons quitté nos propres langues pour nous rencontrer dans une langue commune, pourquoi est-ce que vous allez insister pour parler votre langue française ?» Et souvent d'ailleurs, il arrive dans des conférences comme celle-là que si vous parlez une autre langue que l'anglais, les collègues vont se lever et décider que c'est le moment d'aller aux toilettes. Eh bien, ceci est probablement un des aspects dont il faut tenir compte aussi lorsqu'on parle de la traduction des sciences, et en particulier les sciences les plus formelles, les plus abstraites, comme la mathématique ou la physique théorique. À la différence de ce qui se passe dans les humanités.
ici, dans les humanités, la traduction a affaire, quand nous traduisons, nous avons affaire à l'épaisseur des langues que nous parlons, de nos langues humaines. Des langues qui nous inscrivent en tant que corps nous-mêmes dans la chair du monde. Et je fais exprès de parler le langage de la phénoménologie, le langage de Merleau-Ponty. L'idée qu'une langue, c'est quelque chose qui nous inscrit dans le monde. Ce qui fait qu'en définitive, si on y réfléchit, et c'est une des conséquences que tire Merleau-Ponty, la traduction devrait être impossible. Parce qu'au fond, traduire, ce serait mettre un monde dans un autre monde. Elle devrait être impossible et pourtant on y arrive toujours. Voilà le grand mystère de la traduction, mystère qui tient au fait que les traducteurs, et nous en avons de nombreux ici, de nombreuses surtout, sont des grands magiciens de la langue. Mais cet aspect des choses fait au fond que les langues universelles, la langue universelle de l'algèbre, c'est très bien, parce qu'en effet, on s'entend par-delà la différence de nos langues, mais c'est également ce qui fait que cette langue universelle, au bout du compte, ne sert à rien lorsque nous sommes en train de penser à notre propre humanité commune, à une langue que nous aurions en partage, et je ne crois pas que l'espéranto lui-même, bon, je veux bien que je ne vais pas m'avancer là-dedans, peut-être qu'il y a des militants de l'espéranto, mais enfin, je ne pense pas que l'espéranto nous produise des prix Nobel en littérature. Bon, ce qui m'amène à la deuxième expérience qui a été la mienne, l'expérience de traduire la langue qui est la mienne et à laquelle j'appartiens, le Wolof, dans une langue que j'ai acquise, l'anglais, même si je puis dire aujourd'hui que j'y habite désormais. Parce qu'une langue, on y habite aussi. Je suis un habitant de la langue française de ce point de vue-là. La francophonie, pour revenir à elle, a trouvé la définition qui lui convient lorsqu'elle s'est présentée non pas comme étant une langue en compétition avec la langue hypercentrale qui est l'anglais, et en opposition à elle et en compétition avec elle, mais comme la force de défense du pluralisme contre l'hégémonie linguistique. Paul de Sinetti le disait tout à l'heure, la francophonie est d'abord le pluralisme. La grande signification de la francophonie, c'est le pluralisme. Évidemment, il y a également le partage, puisque la belle définition de la francophonie, c'est l'ensemble des pays, des peuples qui ont le français en partage. C'est une expression que j'aime répéter parce qu'elle roule bien sous la langue. Elle est effectivement une expression très belle. Et c'est tout le sens de la déclaration de Helsinki qu'on nous a rappelé ce matin sur le pluralisme nécessaire dans les sciences. De même que la lusophonie ou l'arabophonie ou le chinois à lui tout seul est tout un continent, il s'agit d'affirmer que le monde est pluriel par ses langues, que les langues sont toutes équivalentes et que nul n'est le logos et que si langue des langues il doit y avoir, ce sera la traduction. Alors deux choses en disant cela. La première, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de langue hypercentrale, de langue centrale et de langue périphérique, en me moquant de ma propre langue Wolof qui n'est même pas parmi les langues périphériques dans ce cas-là, sauf justement à ce moment précis où j'ai traduit du Wolof à l'anglais. Parce que comme traducteur, me trouvant dans ma chambre ou dans mon bureau et avec mon laptop, comment on dit laptop, mon ordinateur personnel en train de traduire du Wolof à l'anglais, j'avais deux langues absolument équivalentes et ce que je faisais, c'est essayer de donner hospitalité dans la langue anglaise à ce qui s'était pensé et créé dans la langue Wolof. Dans ce moment précis où je mets entre parenthèses
toute l'inégalité qui existe entre les langues, toute la violence qui peut exister entre les langues, etc., j'ai un rapport éthique à deux langues qui, pour moi, sont totalement équivalentes. La difficulté que j'ai de passer du Wolof à l'anglais ne signifie en rien une supériorité de l'anglais sur le Wolof, même si dans le monde extérieur, évidemment, la langue dans laquelle on traduit le plus, c'est l'anglo-américain, la langue à partir de laquelle on traduit le plus, c'est l'anglo-américain. Mais grâce peut-être à l'AI, l'intelligence artificielle, le Wolof, au fond, sera aussi présent que n'importe quelle autre langue. Et ça, c'est ce que la technologie va nous apporter aussi. Mais penser ce rapport éthique dans la traduction, qui est un rapport qui établit une équivalence entre les langues, ceci me semble très important. Et quand j'ai dit si langue des langues, il doit y avoir, c'est la traduction, je suis en train de citer le poète kenyan Ngugi wa Thiong'o, qui a dit cela en effet, faisant mieux que Umberto Eco, qui lui s'en tenait à l'Europe quand il a dit la langue de l'Europe, c'est la traduction. Eh bien, je reviens à ce que je disais sur la francophonie comme espace du pluralisme linguistique. C'est aussi, la francophonie doit être aussi espace de cette traduction dont je viens de parler. Parce que Paul de Sinetti nous le rappelait tout à l'heure, le français cohabite avec une multitude de langues. Il cohabite avec des langues qui ont, elles aussi, droit et vocation à devenir ou à redevenir des langues de création et des langues de science. Je rappelle que, je l'ai rappelé hier à M. le Président de la République, puisque nous étions ensemble dans une émission commune sur la francophonie, que les fondateurs de la francophonie, ce sont Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Alexis Léger, je crois, je parle sous ton contrôle, Paul, et le prince Norodom Sihanouk. Il n'y a pas de français. Non. Ça veut dire que c'était une affaire des pays dits du Sud, encore que le Québec ne soit pas du Sud si Alexis Léger était là-dedans. Mais ça n'était pas une affaire française. Et le général de Gaulle a d'ailleurs été très sceptique devant cette chose qui s'appelait francophonie, comme il était sceptique devant tout ce qu'il appelait des machins. Et donc, c'était important. Alors, ce père de la francophonie, qui est Léopold Sédar Senghor, en 1937, avait donné une conférence à Dakar, à la Chambre de commerce de Dakar. Il avait été invité par l'administration coloniale qui était installée à Dakar à ce moment-là, parce qu'il il venait d'avoir l'agrégation de grammaire en 1935, et l'administration française voulait présenter à la population sénégalaise ce Sénégalais qui parlait le français mieux que les Français, et qui d'ailleurs enseignait le français aux Français, puisqu'il était à ce moment-là prof à Tours, au lycée de Tours, où il était d'ailleurs le condisciple du père de l'ancien ministre Allègre. Je le sais parce que l'ancien ministre Allègre m'a remis à un moment donné la correspondance échangée entre son père et Senghor pour que je la dépose à la Fondation Senghor. Eh bien, Senghor, invité en 1937, on voulait l'exhiber en gros comme le succès de la France. Il devait être le poster child, pardonnez-moi de parler anglais, d'une colonisation réussie. Et donc, l'administration se fichait royalement de ce qu'il allait raconter. On voulait simplement qu'il parle là, français, au besoin en mettant les subjonctifs imparfaits où il fallait, et s'il citait du latin, ce serait encore mieux. Et Senghor, qui comprenait parfaitement le rôle qu'on essayait de lui faire jouer, a pris tout le monde à contre-pied, tel un Kylian Mbappé. Il a simplement monté sur l'estrade, il s'est mis à faire l'éloge de ce qu'il a appelé le bilinguisme, en disant que l'homme du futur serait celui qui parlerait parfaitement le bambara et le français, le wolof et le français, le pulaar et le français. Le français était toujours là, c'est ce qui faisait le lien, mais avec d'autres langues. C'est-à-dire qu'il faisait exactement, il procédait à ce geste que j'ai appelé éthique tout à l'heure, de poser une équivalence avec la langue française. Et c'était cela dans son esprit, ça a toujours été cela dans son esprit, la francophonie, l'équivalence des langues avec lesquelles le français cohabitait. L'administration ne savait pas exactement quoi faire de cette conférence.
Ils ont quand même applaudi à tout rompre parce que les subjonctifs y étaient. Je suis sûr que si je relisais le texte, le latin doit y être aussi. Et au bout du compte, ça a été publié, mais sans aucun commentaire dans le journal du pays. Mais cet éloge du bilinguisme ou du plurilinguisme, au fond, comme étant la signification de la francophonie que nous partageons, est importante. Parce que le plurilinguisme est une force de décentrement. J'ai parlé de langue hypercentrale. Eh bien, c'est la traduction et le plurilinguisme qui les décentre. Faire descendre toutes les langues hypercentrales de leur piédestal et revenir à cette idée que toutes les langues sont belles parce qu'elles savent de l'homme dire les vertus et la science. Et en disant cela, je viens de citer en traduction un poète wolof. C'est comprendre la force de décentrement qu'il peut y avoir dans le fait de parler plusieurs langues. Si je parle une autre langue que la mienne, je découvre le caractère particulier de la langue que je parle. Tant que je ne connais pas une autre langue, je ne me rends pas compte que la mienne m'inscrit justement dans une relation très particulière au monde, que les manières de dire de ma langue ne sont pas les manières de dire d'une autre langue. Et donc, faire cette expérience-là est très importante et c'est la signification de la traduction, c'est également la signification de notre francophonie pour la signification de cette langue française que nous avons en partage. Et c'est la raison pour laquelle je vais revenir pour finir sur l'expression que j'ai employée tout à l'heure d'habiter une langue, le fait qu'une langue, on l'habite. En effet, multiplier les habitations, c'est important. Faire en sorte que la science se dise en plusieurs langues, puisque, pour citer la Bible, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et pour faire bon équilibre, je vais citer une parole du prophète de l'islam qui disait « Autant de langues on parle, autant d'hommes on vaut ». Merci. Eh bien, merci beaucoup pour